Comment allez-vous et est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image et le son sont OK? Merci d'être là, merci à vous tous. Oui, merci Marie de répondre, merci Jessie, merci Laurence, bonjour, superbe, merveilleux. Alors ce webinaire, je l'avais donné la semaine dernière, mais il y a eu un bug sur le lien, LinkedIn et donc beaucoup de personnes n'ont pas pu assister. Ce qui fait que je le redonne aujourd'hui avec joie. Bonjour Laurence, bonjour Véronique, merci, merci, merci. Donc vous m'entendez bien. Alors, c'est entre plus ou moins on est entre midi et 2, donc je vais être vigilante de vraiment respecter votre temps. Et donc l'idée, c'est vraiment que le webinaire dure 1 heure. Alors, ça peut paraître fou, hein, parce qu'on est sur un sujet qui est quand même vaste. La prise de parole en public, savoir vendre. La prise de parole en public, c'est un sujet grand, complexe, subtil, qui touche à tellement de choses. L'histoire personnelle, les émotions, les croyances, la vitalité, la communication non verbale, la voix. C'est d'une complexité importante et joyeuse en même temps. Et là, on a réduit le sujet parce que l'objet de notre webinaire, c'est vraiment savoir vendre. Mais malgré tout, c'est vaste. Donc, je vais aborder des sujets. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas dans les commentaires et dans le chat. Ah, Nathalie me dit qu'elle n'a pas de son. Est-ce que vous avez du son quand même? Est-ce que vous m'entendez? Que oui. Alors Nathalie, c'est un problème au niveau de ton ordinateur. Nous, on entend bien. OK, merci Marie, Nathalie, Laurence, merci. Nathalie, c'est au niveau de ton ordinateur. Peut-être il faut réactiver ou réouvrir la page. Voilà. Donc, oui, il y aurait énormément de sujets. Je vais en aborder 3 essentiellement aujourd'hui et en même temps, vous allez voir, il y aura beaucoup de ramifications, mais s'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent, allez-y. Et d'ores et déjà, ce que je vais faire, je vais vous mettre, vous voyez la présentation là, je pense? J'espère que vous voyez la présentation. N'hésitez pas à me dire. Donc merci, merci d'être réceptif et réceptive. Donc notre sujet, c'est savoir vendre. J'aimerais qu'on fasse un peu connaissance et j'ai des questions pour vous. Fred, hello Fred, merci d'être là. J'ai 3 questions pour vous et j'aimerais bien que vous me répondiez dans le chat à ces questions. Je vais vous les poser. Idéalement, réponse numéro 1, vous la précédez d'un 1, réponse numéro 2, vous la précédez d'un 2 et pareil pour la 3. Et ce que je vais faire, je vais vous expliquer. D'abord, je vais vous donner les questions. Donc, on apprenne à se connaître et que je puisse vous répondre à vous en particulier qui êtes présente aujourd'hui. J'aimerais que vous me donniez des informations sur vous, que je fasse un peu plus du sur-mesure en fait. Question numéro 1, quel est votre business et votre activité? Et à qui vous vendez? Et si vous pouvez mettre 1 et votre réponse. Et deuxièmement, et ça c'est vraiment très important, quel est votre obstacle numéro 1? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous freine? Quel est pour vous votre obstacle numéro 1? Et ça, c'est la question numéro 2. Et ensuite, en 3, est-ce que quelqu'un vous a déjà signifié que vous aviez une difficulté avec la prise de parole en public? Donc 1, quel est votre job, votre activité, votre business? 2, quel est votre obstacle numéro 1? Et 3, est-ce qu'on vous a déjà signifié qu'il y avait une problématique avec vous sur la prise de parole en public? Et si je vous demande ça, c'est que tout à l'heure, à la fin, je vais venir lire tous vos commentaires et je vais essayer de vous donner des pistes, des réponses. La peur de prospecter. Merci. Soyez précis comme ça va m'aider et je viendrai répondre. D'accord? Merci infiniment à vous. Alors, parce que je ne suis pas sûre qu'on se connaisse tous, alors qui suis-je moi pour vous parler de ce sujet? Alors, j'aime à raconter parce que c'est la vérité, que quand j'étais gamine, j'étais timide. Alors, peut-être que vous le savez, la timidité, c'est contextuel. Ça veut dire que quand vous êtes timide, vous n'êtes pas forcément timide tout le temps et avec tout le monde. Personnellement, quand j'étais gamine, quand j'étais en extérieur, quand j'étais avec des amis, quand je faisais du sport, alors là, la parole, elle était forte, elle était fluide, elle était puissante,
Elle était vraiment, oui, puissante. Par contre, dans certaines circonstances, il n'y avait plus personne et ces circonstances, c'était surtout quand j'étais dans une salle, que la salle était fermée, qu'en plus il y avait un professeur et qu'en plus il m'interrogeait. Ça, c'était la catastrophe. Alors peut-être pas tout le temps pendant toutes les années que j'ai passées sur les bancs de l'école et de la fac, mais ça oscillait. Mais quand même, c'était vraiment pas mon exercice préféré et j'ai connu des moments très difficiles. Vous savez, ces moments où le prof pose la question et puis bon, tout le monde regarde sa copie et on se ferme et on rougit à l'idée même que cette personne puisse nous interroger. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que très tôt, j'ai compris que ça n'allait pas être possible. Que cette incapacité à exprimer qui j'étais quand j'étais dans certaines circonstances, ça allait pas être possible parce que ça allait bloquer et évidemment, ma capacité à exercer un métier, mais même dans ma vie personnelle. Je le savais très bien. Et chez moi, à la maison, j'avais un père journaliste, on avait beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui passaient à la maison et je voyais bien que les gens qui avaient la parole fluide, facile, on les écoutait, on les aimait, on aimait leur compagnie et il y a des gens qui cherchaient à parler et qui parlaient qu'on n'écoutait pas et d'autres qui ne parlaient pas et leur simple présence, nous apaisait, nous mettait le cœur en joie. Donc je comprenais qu'au niveau de la parole, il se jouait quelque chose. Il m'a fallu du temps, hein. J'ai beaucoup travaillé sur la parole, il m'a fallu du temps, mais je suis tellement heureuse de pouvoir communiquer tout ce que j'ai glané parce que ça fait quand même 20 ans, presque 20 ans, que je suis devenue coach en prise de parole en public, à une époque où ça ne se faisait pas. En fait, à cette époque-là, il y avait quelques comédiens qui faisaient ce travail. En fait, il y avait pas la mentalité. En ce sens que, à cette époque-là, les gens ne pensaient pas qu'ils pouvaient travailler sur leurs paroles. C'était un monde de fatalité. Et soit on avait l'éloquence facile et donc, oui, on pouvait convaincre les gens et on pouvait inspirer, soit on n'avait pas l'éloquence facile et donc c'était pas pour nous. C'était dans la prochaine vie peut-être, mais là c'était pas pour nous. Et il a fallu les conférences TEDx, il a fallu les concours d'éloquence, il a fallu Internet avec tous ces contenus partagés où beaucoup de gens prennent la parole pour que ça bouscule les mentalités. Heureusement. Heureusement. Et aujourd'hui, je crois qu'on se pose, si on se pose encore la question, mais quand même de façon générique, les gens savent qu'ils peuvent travailler sur leur parole pour la fluidifier, pour trouver de l'aisance et pouvoir inspirer les autres. Donc, ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai travaillé avec tous les publics. Enfants autistes, adultes en réinsertion, étudiants, porteurs de projets, artistes, artisans. Aujourd'hui, c'est vrai, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des dirigeants, avec des chefs d'entreprise, avec des directeurs, avec des cadres supérieurs, avec des personnalités. Et ce qui est fascinant, et c'est pour ça que je vous partage tout ça, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, les problématiques, en vérité, sont les mêmes. Ce qui explique bien que nos difficultés à prendre la parole, elle est essentiellement culturelle. Alors, c'est pas l'objet là, dans le webinaire, je vais pas pouvoir m'étendre, mais quand même, j'aimerais faire une aparté, parce que si vous êtes là à ce webinaire, vous avez vu l'info soit sur LinkedIn, soit sur le campus. Le campus permet de remplir une fiche. Et j'ai été tellement surprise de voir combien d'entre vous me parlent du stress et de la peur de parler en public. Alors, c'est pas véritablement l'objet là et je le regrette, mais sachez que cette peur, on peut travailler dessus. Le pire, si vous éprouvez ça, ce stress et cette peur, et c'est naturel et c'est légitime, tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Les gens qui aujourd'hui sont à l'aise pour prendre la parole, c'est parce qu'ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils ont travaillé et ils se sont donné cette chance d'être visibles, de parler, de prendre la parole, d'apprendre, d'emmagasiner de l'expérience et finalement de générer de la confiance. Donc, on passe tous ou presque tous par là. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait ne restez pas dans l'évitement. Ne restez pas dans l'évitement. Je vois que quelqu'un me met justement Laurence timide, peur de parler en public. Vraiment, on en reparlera tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Ça se travaille. Il faut aller chercher les ressources nécessaires, hein. Et d'ailleurs,
Là, je montre, j'ai écrit 2 bouquins, donc Prenez la parole, prenez votre place. Vous avez tellement d'éléments pour justement transcender cette peur de parler en public. Il y a des exercices, il y a pourquoi vous ressentez cette peur aujourd'hui. Vous avez tout dans le bouquin pour transcender cette peur de parler en public et générer de la confiance. Alors simplement pour vous dire un tout petit peu plus qui je suis aussi, j'ai été la coach et en fait, j'ai créé avec 3 autres personnes TEDx Toulouse et j'ai été la coach exclusive de TEDx Toulouse pendant plus de 7 ans. Donc j'ai coaché plus de 100 conférenciers sur le format TEDx, qui est un format que j'adore. Plus de conférenciers dans l'esprit TEDx. Bref, aujourd'hui, je coach énormément de dirigeants, de conférenciers, je donne moi-même des conférences, j'anime des ateliers, etc. Et je suis là pour vous dire que si vous avez des difficultés pour vous vendre, pour prendre la parole, c'est naturel, c'est normal et que tout ça se travaille. Tout ça se travaille. Je vais enlever. Voilà, j'espère que là, vous me voyez. Et n'hésitez pas, continuez à répondre dans le chat à la question numéro 1, votre business, votre activité. La question numéro 2, votre obstacle. Et la question numéro 3, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez une problématique sur la parole? Et j'y reviens tout à l'heure. Alors, je vais vous donner 3 clés. Il y aurait plein de clés à partager, mais on a 1 heure et j'aimerais vraiment l'utiliser à bon escient. Je vais donc limiter mes clés à 3 clés: prise de parole en public, savoir vendre. Pour savoir vendre, il va d'abord falloir comprendre et conscientiser le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est fondamental de connaître et de conscientiser ce contexte. Ce contexte, c'est quoi? C'est que nous sommes en 2025 aujourd'hui et en 1990, il y a eu l'apparition d'Internet. Internet, en vérité, n'est ni bon ni mauvais. Internet, c'est un outil. C'est un outil. Et en fonction de l'usage qu'on en fait, ça peut être fécond ou ça peut être nocif. Mais c'est un outil. Pourquoi je vous dis ça? C'est que Internet a complètement redistribué les cartes. Avant, quand vous aviez un savoir, quand vous aviez des connaissances et que vous les partagiez, tout le monde vous écoutait. Parce qu'il y avait tellement peu de canaux d'acquisition de connaissances. Donc quelqu'un qui transmettait du savoir, on écoutait parce qu'on voulait apprendre. Sauf que maintenant, avec Internet, le savoir est partout. Les connaissances sont partout. Et en plus, ça a créé ce qu'on appelle un monde d'infobésité. L'infobésité, c'est quoi? C'est la surcharge informationnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça, ce sont les chiffres terribles, 1 salarié sur 2 est en surcharge informationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau, de façon générique, est fatigué, il est usé. Jamais, jamais le cerveau humain n'a traité autant d'informations. Et d'ailleurs, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens, de façon générique, n'ont presque plus de bande passante. Ça, c'est un élément clé à comprendre. Les gens n'ont plus de bande passante. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on baisse les bras et que finalement on fait plus, on cherche plus à vendre, on transmet pas, on prend plus la parole en public? Non, ça veut dire qu'on fait différemment. On peut pas se contenter d'avoir une activité à vendre, d'avoir un savoir ou des connaissances et les transmettre. La façon de transmettre est prédominante aujourd'hui pour justement recréer un canal et réactiver le petit bout de bande passante qui est toujours présent dans chaque humain. Parce qu'en vérité, chaque humain reste gourmand de découvrir, d'apprendre, de s'émerveiller, de connaître et aussi de répondre à des besoins qu'il a, des besoins très concrets. Donc, finalement, de la bande passante, on en a, mais elle est enfouie sous les notifications, l'usure, la fatigue, la lecture d'emails, etc., etc. Donc, dans ce que vous transmettez, il y a le comment vous transmettez qui est aussi
fondamentalement aussi important que le message, pour pouvoir vous frayer un chemin pour réactiver de la bande passante. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça fait sens? Et c'est essentiel. Et encore une fois, l'idée n'est pas de baisser les bras, c'est de comprendre qu'il va falloir travailler et le message et la façon de porter ce message pour être en capacité de vendre et d'intéresser l'autre. Est-ce que vous comprenez cette notion d'infobésité et combien elle change notre comportement en tant qu'orateur? N'hésitez pas à commenter. Alors, la première clé que j'aimerais vous donner, c'est le fait de captiver dès les premiers instants. Merci Jessie, oui complètement. Captiver dès les premiers instants. Ben oui, comme on n'a plus trop de bande passante, si dès le démarrage, ça ne fait pas ça, ben les gens, ils passent leur chemin. Peut-être pas physiquement, mais mentalement. Ils sont déjà ailleurs, ils sont déjà partis sur le téléphone, le prochain repas ou autre. Donc, il va falloir, dès le démarrage, se démarquer. Et ça, c'est notamment dans la façon de vous présenter. Je ne sais pas comment aujourd'hui vous vous présentez, mais je vais vous donner l'exemple de Marie. Marie, elle est coach en nutrition. Et Marie, avant, elle avait une façon de se présenter qui était celle-ci. Quand elle rencontrait des gens, des prospects ou quand elle était en réseau, Marie, elle disait « Bonjour, je m'appelle Marie et je suis coach certifiée en nutrition depuis 5 ans. » Vous entendez ça, vous dites ok, sympa. Pour autant, est-ce que vous arrêtez votre route? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Pas tant que ça. En fait, c'est assez mort comme discours et c'est assez insipide. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis coach en nutrition certifiée depuis 5 ans. Alors, Marie, elle a finalement trouvé une autre façon de se présenter. Comment? Pour intéresser les gens, pour trouver l'accès à cette bande passante. Comment elle a fait? Eh bien, Marie, elle a changé sa façon de se présenter. Et finalement, voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit, moi, quand j'avais 25 ans, j'étais complètement épuisée, fatiguée, usée. Et je ne comprenais pas pourquoi. 25 ans. Et j'avais plus d'énergie. Donc, j'ai vraiment mené l'enquête. Et je me suis intéressée à ma nutrition. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'il me manquait des éléments, des nutriments, etc. J'ai complètement revu ma nutrition. Et à partir de ce moment-là, eh ben, j'ai vraiment récupéré mon énergie. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devenue coach en nutrition pour permettre aux autres personnes, justement, de s'intéresser à leur nutrition et de retrouver leur énergie. Est-ce que vous voyez la différence entre le scénario numéro 1 et le scénario numéro 2? Est-ce que vous avez ressenti une différence? Bonjour, je m'appelle Marie, je suis coach certifiée en nutrition. Ou alors, à 25 ans, j'avais plus d'énergie et j'ai pas compris. Je me dis, mais pourquoi tu n'as plus d'énergie? Je me suis intéressée à ma nutrition. Là, j'ai compris, j'ai trouvé. Du coup, je suis devenue coach certifiée en nutrition. Voilà. Vous voyez le différentiel? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors, vous, dans votre activité, dans votre business, comment est-ce que déjà vous pouvez appliquer cette première clé? Parce que vous voyez que déjà, sa façon de se présenter en scénario numéro 1, c'est aussi, entre guillemets, auto-centré. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis coach. Je. Bien sûr que quand on présente une activité ou un service ou des produits, il faut parler de soi aussi, évidemment, puisque c'est nous qui venons parler de ces choses-là. Mais c'est auto-centré. Quand elle dit à 25 ans, elle raconte une histoire. Elle raconte une histoire. Moi, j'aime bien rappeler cette phrase de Charlie Chaplin que j'adore et qui est tellement vraie. Toute histoire personnelle est universelle. Toute histoire personnelle est universelle. Quand vous racontez quelque chose que vous avez vécu, que vous avez éprouvé, les gens vont pouvoir s'identifier. Même si éventuellement, à 25 ans ou maintenant, vous n'avez pas de problème d'énergie, en l'écoutant, ça vous parle.
Parce que ça aurait pu être vous, ça pourrait être vous, ou peut-être que ça pourrait être vous à un moment, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un. Bref, quand elle vous dit qu'à 25 ans, elle avait plus d'énergie, et cetera, c'est l'histoire d'un humain et ça nous touche. On peut connecter avec cette difficulté. Donc, vous voyez cette force déjà de changer de scénario. Et merci Jessie, hein, je vais retourner voir. Toute ma difficulté est justement être soi-même tout en ayant un storytelling captivant. Pourquoi, Jessie, c'est une difficulté d'être soi-même? Véronique, il faut apprendre à se dévoiler. Oui, oui. Aujourd'hui, dans le monde d'infobésité, si on raconte, si on tient le même discours que les autres, si on parle des produits, mais uniquement en parlant des produits, ça va n'intéresser personne. Aujourd'hui, les gens sont vraiment en quête d'authenticité, de confiance, de véracité, et ça veut dire toujours devenir encore plus soi-même. Et plus vous allez vous autoriser à révéler qui vous êtes, plus ça va générer de la confiance, plus les gens vont avoir envie de faire du business avec vous, en fait. Donc ça, c'est vraiment une clé. C'est une clé essentielle. Je vais vous en proposer une deuxième. Je vais boire un tout petit peu d'eau. N'hésitez pas à commenter, hein. Deuxième clé, ça va être de structurer le message pour qu'il impacte et encore une fois, pour créer un chemin vers cette bande passante. Jessie, difficile d'être soi-même car ce sentiment que tout le monde raconte des histoires exacerbées pour se vendre, notamment sur LinkedIn. Alors oui, beaucoup de personnes se racontent, notamment sur LinkedIn, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore un an et demi. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Je peux comprendre ce que tu dis, Jessie. L'idée, les autres, ils font ce qu'ils font. Je suis pas l'idée, c'est vraiment, en fait, de faire ce qui est correct pour toi. Mais il y a un moment, si tu veux faire la différence, il faut dévoiler un petit peu. L'idée, c'est pas forcément de tout dire et d'en faire trop, et c'est ce que tu veux dire par ce sentiment exacerbé, et je peux comprendre. L'idée, c'est pas forcément d'aller aussi loin, mais c'est d'aller rencontrer l'honnêteté, la sincérité, la véracité en nous. Et pour ça, on ne peut pas rester sur des phrases communes. Il va falloir effectivement un peu plus de dévoilement, sans aller jusqu'au bout de cet exacerbé du tout, du tout, du tout. Oui, oui, cette présentation numéro 2, elle est valable pour une entrevue d'embauche. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus quelque chose de propre. Ils veulent quelque chose, ils veulent un parcours et ils veulent des apprentissages. Même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu des échecs, c'est OK aujourd'hui de le dire. Il y a un moment, il ne fallait pas le dire, hein. Aujourd'hui, on comprend bien que ça fait partie de la vie, ça c'est assez validé et c'est assez intégré, sauf que quand il y a eu des erreurs et des échecs, qui sont des chemins de vie normaux et même nécessaires pour grandir, il faut dire l'apprentissage qui a été gagné, ce qui a été appris. OK? La clé numéro 2, c'est donc comment structurer un message pour qu'il convainc. Eh bien, je vais vous donner l'exemple de Jean. Jean, il est consultant en digitalisation. Vous imaginez bien que pareil, si Jean il dit, voilà, je suis consultant en digitalisation et je vous propose des solutions de digital adaptées à votre PME. Bon, bah ça, c'est un peu quelque chose qu'on entend partout. Vous voyez? C'est un peu générique et c'est pas très clair et en fait, on comprend pas ce qu'il propose. Donc, qu'est-ce que Jean peut faire? Eh bien, Jean, il peut utiliser la structure du pitch. La structure du pitch, qui est une structure dynamique. Nous, le problème, c'est que on a passé beaucoup de temps sur les bancs de l'école française. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a fait beaucoup d'écrits, d'écrits et d'écrits. Aujourd'hui, l'école, hein, on voit bien avec le grand oral, a compris qu'il fallait travailler l'oralité. Mais quand même, l'école française est encore beaucoup basée sur l'écrit. Et le problème, c'est qu'on pense que l'écrit est un peu prioritaire et donc on a été modelé par l'écrit. Et ces fameuses dissertations, intro, développement, conclusion. Et donc, on va présenter nos activités, nos produits, nos services et soi-même de cette façon-là. Sauf que ça ne marche pas. C'est ce que fait Jean, ça ne marche pas. Et il y a une structure qui marche dans presque tous les cas, c'est la fameuse structure du pitch. Et le pitch, il nous propose de faire comment? On va d'abord parler du problème, on va présenter la solution
Et enfin, on va expliquer les bénéfices. Donc Jean, plutôt que de dire, voilà, moi je suis consultant en digitalisation et je vais vous proposer des offres digitales, je propose ça aux PME. Bon, d'accord, très bien. Eh bien, Jean, il va transformer son discours et il va partir du problème. Et il va dire, en fait, si vous êtes une PME, il faut savoir que si vous ne digitalisez pas vos activités, eh bien, 60% des PME disparaissent au bout de 5 ans. Là, il y va fort. Là, il capte de la bande passante. Si vous êtes une PME et si vous ne digitalisez pas vos activités, eh bien, 60% d'entre vous vont disparaître au bout de 5 ans. Ça, ce sont les chiffres, ce sont les données. Donc là, il a fait un hook, comme on dit, hein, il a capté votre attention, captivé votre attention, parce qu'il a parlé du problème. Et donc, les gens s'identifient tout de suite au problème. Après, il va proposer sa solution. Moi, je suis là pour automatiser vos tâches. Qu'est-ce que ça va vous permettre de gagner? Eh bien, quand vous automatisez vos tâches, vous allez gagner et du temps et de l'argent. Ah ben oui, on est intéressé. Et après, il va parler des bénéfices. Eh bien, j'ai un client, il a automatisé les tâches, justement, il a récupéré 10 heures par semaine et il a multiplié son chiffre d'affaires par 2 en 6 mois. Quand Jean, il a fait sa présentation, grâce à cette structure, problème, solution, bénéfice, il a multiplié son nombre de rendez-vous qui convertissent par 3. Vous comprenez cette dynamique, comme elle nous met en mouvement et comme elle nous intéresse? Vous parlez d'un problème, on s'identifie. Après, comme vous parlez du problème, eh bien, c'est quoi la solution? On a envie de savoir, on est en attente. Ben oui, d'accord, mais alors je fais comment? Quelles sont les solutions? Et là, vous arrivez et vous proposez la solution. Ben oui, c'est ce que je veux faire. Et en plus, vous utilisez un témoignage client qui nous rassure et qui nous dit: «Bah oui, moi je veux ça, bien sûr que je veux ça». Quand est-ce qu'on peut en parler? Quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour discuter ensemble, de voir comment est-ce qu'on peut éventuellement collaborer? Vous voyez là aussi la différence grâce à la structure. Donc on a vu avec Marie qu'il fallait déconstruire cette façon de parler qui était un peu, monotone, morte et insipide, et on voit avec Jean qu'il y a une façon de structurer vos services, votre activité, vos produits, de façon à intéresser la personne, à aller toucher sa bande passante, en commençant par le problème. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez éventuellement comment l'utiliser pour vous? Vous voyez la différence quand on utilise cette structure? Problème, solution, très clair Nathalie, très clair. Problème, solution, bénéfice, ça change tout. Moi-même qui coach en conférence, j'utilise aussi beaucoup cette structure-là du problème. Parce qu'on crée en fait, ce qu'on fait, quand on parle du problème, vous créez aussi une rupture émotionnelle. Quand vous parlez du problème et que la personne s'identifie au problème ou qu'elle connaît des gens qui pourraient s'identifier au problème, eh ben, elle a envie de trouver la solution et donc il y a un élan émotionnel, il y a un besoin. Voilà, c'est ce que vous générez chez l'autre. Vous générez chez l'autre, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? OK, dites-moi, quelle est la prochaine étape? Nathalie, très clair. Par quoi clair? Tiné, problème ou attente. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi dans le marketing les problèmes, les douleurs, les souffrances. Voilà, tout ce que la personne a besoin de résoudre en fait, ce qu'elle a besoin de solutionner ou les produits dont elle a besoin. Il faut partir du problème, le problème causé quand elle n'a pas encore fait, appel à votre activité, à vos services ou à vos produits. C'est ça. C'est clair pour vous? Ensuite, et n'hésitez pas à commenter ou à poser des questions, hein. Waouh, c'est pertinent. Ah, vous voyez, hein? Merveilleux, merci pour les commentaires. Troisième élément, je vous ai dit tout à l'heure que pour savoir vendre, il y a le message, il y a la façon de présenter le message et on vient déjà de voir, 2 éléments très importants. Et là, j'aimerais mettre l'accent sur ce qu'on appelle le non-verbal. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on dit et il y a comment on le dit. Et aujourd'hui,
Je vous ai parlé de l'infobésité, d'accord? Que les gens n'ont pas trop de bande passante. Aujourd'hui, il va falloir à la fois travailler le message et à la fois la façon dont vous présentez le message pour intéresser les gens. Vous ne pouvez pas simplement vous intéresser à la façon, être joyeux, enthousiaste, et cetera, et que le message soit alambiqué, tordu, pas structuré. Ça ne le ferait pas. Et vous ne pouvez pas uniquement travailler le message et derrière, vous n'osez pas, vous êtes timide, vous n'assumez pas. Non, ça ne le fera pas en fait. Ça ne le fera pas. Vous avez besoin de combiner le tout pour intéresser les gens. Et donc, infobésité. Infobésité, c'est la surcharge informationnelle. Ça vient d'être obèse en information, on bouffe trop d'informations, de notifications, et cetera. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, c'est voilà, trop d'informations et donc on n'en peut plus. Et en fait, les cerveaux humains sont en surcharge, sont épuisés et les gens n'ont plus de bande passante. C'est un petit peu ce dont je parle depuis le début. Et donc, comment faire pour les intéresser? Et c'est ça qui est fascinant. C'est qu'en fait, le fait qu'il y ait cette infobésité et que les gens soient saturés, ça ne veut pas dire que du coup, ils ne sont plus intéressés. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Au contraire, c'est-à-dire que presque eux-mêmes ne savent même plus à quoi ou comment s'intéresser, mais que nous, quand on est vraiment habité par notre sujet, on va pouvoir justement les intéresser. Merci à vous. Donc, ça veut dire qu'on doit travailler et sur le message et sur la façon d'amener ce message. Et c'est vraiment, en fait, plus vous allez habiter votre message, plus vous allez impacter, inspirer les gens. Il faut travailler le message, il faut travailler cette façon. Et donc, il y a plusieurs éléments, évidemment. Il y a notamment la voix. La voix. Moi, dans mes coachings, je travaille énormément la voix. Je ne suis pas coach vocal, hein, je suis coach sur la parole. Mais la voix, elle nous révèle. La voix, elle dit tellement de choses de nous. La voix, elle dit si on veut bien être audible ou pas, si on veut bien être visible ou pas. Et d'ailleurs, on me dit souvent, j'ai une petite voix, moi, comme si les gens avaient un problème mécanique, mais rarement les gens ont un problème mécanique au niveau de la voix. C'est toute l'histoire personnelle qui fait qu'on ne s'est pas autorisé, on ne nous a pas donné notre place et nous, on ne s'est pas autorisé, on n'a pas su prendre notre place. Et donc, on s'est construit avec une petite voix. Mais tout ça, ça se travaille et assez simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que votre voix, elle a besoin d'être présente pour impacter les gens. Il faut une voix qui s'autorise à être entendue, qui a envie d'être entendue et surtout on parle beaucoup d'articulation, donc évidemment qu'il faut articuler. Mais quand on vous parle d'articulation, on parle beaucoup d'articulation mécanique. Il faut prendre rendez-vous, il faut, bien savoir parler de son produit. OK, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais aller plus loin et moi j'aimerais vous parler d'une articulation énergétique. Vous voyez, une articulation énergétique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement avoir un discours qui est intéressant et puis vous le donnez un peu comme ça, hein, d'une façon presque insouciante. Vous avez besoin d'être présent dans vos mots, dans votre intervention, dans votre pitch, dans votre entretien de recrutement. Il faut de la présence, il faut de l'énergie. Et justement, dans ce monde aujourd'hui, les gens recherchent ça aussi. Donc, quand vous intervenez, quand vous parlez, quand vous présentez vos produits, vos services, votre activité, utilisez une voix qui raconte quelque chose. Comme je le fais en ce moment, vous entendez la voix avec cette articulation énergétique. Je suis présente dans chacun de mes mots. Les mots ont du souffle, ils ont du poids, ils ont une intention, ils ont une énergie. Et ça, c'est ce que je fais beaucoup travailler aussi en coaching. Ça dure pas forcément longtemps, hein, et après on pratique tout seul. Est-ce que vous entendez dans la voix l'intention, l'intensité, la présence, la qualité de présence à l'autre aussi? Est-ce que vous l'entendez dans la voix? Il y a ma qualité de présence à moi, mais il y a aussi la qualité de présence à l'autre. Dites-moi si vous entendez ça dans la voix. Parce que en fait, je pourrais vous parler comme ça, vous voyez, je pourrais vous parler avec une voix qui est un peu retenue et qui vous dit, ouais, c'est important d'être présent dans sa voix. C'est vraiment important, parce que ça fait la différence. Vous voyez?
Alors là, Marie, je l'exagère pour vous faire entendre, mais pas du tout. C'est vraiment une façon il faut que chacun trouve et régule, mais ça, c'est fondamental. Oui, on entend bien votre intensité, totalement captivée par vos paroles, merci. C'est l'idée d'être présent dans sa voix. Là, je l'exagère un peu puisqu'on est sur le sujet pour vous le faire entendre, mais c'est ça. En fait, voilà, c'est ça. J'aurais pu dire c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Il faut mettre de l'énergie dans la voix. Chacun a sa mesure, mais il faut habiter sa voix. Et on parle beaucoup d'articulation, mais là, c'est vraiment une articulation énergétique, une présence à soi, à l'autre et à ce que l'on dit. Et ça fait vraiment la différence. Quand on parle de captiver l'attention, la voix, la présence, l'intention dans la voix, c'est l'envie d'être écouté par l'autre. Si déjà on arrive et que soi-même on a peur, on n'est pas sûr, on ne sait pas si on va l'intéresser, vous voyez qu'on arrive déjà un petit peu en retrait. Et ça fait pas nos affaires. Donc il y a aussi une posture intérieure. Il y a une vraie posture intérieure de j'ai envie d'y aller, je crois en ce que je transmets et je veux être entendue. C'est très important pour que la voix sorte et fasse vraiment la différence. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens parlent très, 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 très vite. Dans toutes les coachings ou interventions que je peux faire, récemment, j'intervenais pour une mutuelle et il y avait un jeune homme, Thomas, et je leur ai proposé un moment de travailler sur la voix. Et Thomas, il parlait comme une mitraillette. Mais c'est souvent le cas aujourd'hui, où ça va très, 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 très vite. Très vite. Et donc, quand on va très vite, ce qui se passe, c'est qu'on n'est que dans le transfert d'informations. Et on a vu aujourd'hui que le transfert d'informations ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que les gens, ils sont tellement surchargés d'informations que si c'est que de l'information pure, technique, rationnelle, ils ont du mal à l'absorber. Ils ont du mal à s'y intéresser. Donc il faut plus, il faut une présence dans la voix. Et donc Thomas, il parlait tellement vite, et c'est ça qui était fou, il avait plein de collègues, c'était un groupe de 15-20 personnes, il avait plein de collègues de son entreprise qui étaient présentes là. Et en fait, personne ne lui avait jamais dit qu'il parlait trop vite. Personne ne lui avait dit ça. Et il y a tellement de gens qui parlent trop vite. Donc, si vous êtes en entreprise, vous pouvez demander aux gens, demandez des feedbacks, demandez-leur. J'ai fait cette présentation, je suis intervenue, tu m'as entendu ou en réunion. Est-ce que mon rythme allait? Demandez, posez des questions, cherchez à savoir ce que pensent les autres. C'est pas pour autant parole de vérité ce que les autres vont vous dire, mais s'il y a plusieurs personnes qui veulent dire waouh, 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 c'était un peu rapide, ça veut dire que le rythme est un peu rapide. Et donc, il y a un flot d'informations que les gens n'arrivent pas à capter. Donc, je vous invite à réduire le rythme et notamment au démarrage de votre intervention, parce que là, vous créez le lien avec la personne et donc là, il faut prendre plus de temps. Et souvent, au démarrage d'une intervention, il peut y avoir un peu de stress et le stress nous fait aller un peu plus vite. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre un petit peu le frein moteur. Effectivement, Tiné, effectivement, en allant trop vite, on sent aussi le stress de l'intervenant. C'est pour ça qu'il faut ralentir. Voilà. Donc, il y a la voix et puis il y a aussi, dans le non-verbal, effectivement, toute la posture physique. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien faire cet exercice ou cette expérience. Je vais baisser un tout petit peu. Si je croise les bras, si je croise les bras et que j'écoute mon corps, eh bien là, je vous dis, je suis super heureuse d'être avec vous. Et je cherche pas ni à mentir ni quoi que ce soit, hein. J'écoute la posture de mon corps et partant de cette posture, la façon pour moi de dire cette phrase-là, c'est: «Je suis super heureuse d'être avec vous». Par contre, là, si j'ouvre les bras, là, je peux vous dire: «Je suis super heureuse d'être avec vous. Je suis très contente d'être avec vous». Parce que là, je suis en ouverture. Donc, quand, comment ralentir dans une entrevue? Un petit peu plus de détails. Bah, il y a aucun problème. C'est soi-même ralentir son rythme pour être bien entendu. OK? Donne-moi plus d'éléments sinon, d'accord? Donc vous voyez la différence quand vous êtes en posture, fermée comme ça et ça peut être les bras, ça peut être les jambes, ça peut être les pieds, ça peut être voilà. Donc ayez déjà une posture ouverte
parce que ça va vous permettre de dire les choses différemment, d'avoir une nouvelle énergie et même les autres 6 mois, bon là, on n'est pas tout à fait en présentiel, mais si je suis comme ça et que je ferme les bras, bah, déjà vous-même, en le voyant, vous allez interpréter d'une façon un petit peu une mise à distance. C'est même pas conscient, mais vous allez le ressentir et déjà, il y a un endroit où ça brise, où ça peut briser un peu le lien. OK? Évidemment, il y a le regard aussi. Il y a le regard. Il y a quelque temps de ça, je travaillais avec une dirigeante qui me disait, elle intervenait devant des prospects et devant des partenaires, hein. Et comme elle n'était pas à l'aise sur l'exercice, pour ça qu'on travaillait ensemble, elle n'était pas à l'aise sur l'exercice et donc elle a regardé devant elle, il y avait une dizaine de personnes et devant elle, il y avait juste 2 personnes et elle s'est focalisée sur ces 2 personnes parce que ça la rassurait et d'aller regarder les autres personnes, pour elle, c'était compliqué. Donc en permanence, elle a regardé les 2 personnes en face d'elle. Imaginez une seconde si vous êtes l'une des autres personnes, des 8 autres personnes dans la salle. Que cette dirigeante, elle parle à 2 personnes, elle ne vous regarde jamais, aucun regard. Comment vous vous sentez? Je vais répondre pour vous. Comment vous vous sentez? Très mal, parce que votre besoin d'existence et même de reconnaissance, oh, eh ben dis donc, elle est venue le frictionner. Quand quelqu'un qui prend la parole et vous faites partie du public et cette personne ne vous regarde pas, vous avez l'impression que cette personne ne s'intéresse pas du tout à vous. Donc quand vous avez plusieurs personnes en face de vous, en réunion, quand vous rencontrez des prospects, il faut tout le temps englober tout le monde. Peut-être que vous regardez en priorité, le directeur ou la personne qui vous a contacté. Ça peut être OK, évidemment, de regarder en priorité une personne, mais avec votre regard, vous devez englober tout le monde pour que la personne se sente concernée, sinon elle part, elle part. Ça fait sens pour vous tout ça? Est-ce que ça fait sens? Que pour vendre, il va falloir changer votre façon de vous, présenter probablement. Il va falloir structurer votre discours à la façon du pitch et il y a du storytelling à mettre, il y a des histoires. Souvent, on a du mal à dire des choses nous concernant parce qu'il y a de la pudeur, parce que c'est ce qu'on a appris. Merci Jessie, merci Tiné, merci, et Hadji. Bon, il y a beaucoup de pudeur, on a appris la pudeur, mais c'est vraiment dommage parce qu'il y a une pudeur qui est belle et il y a une pudeur qui est handicapante. Je vais vous raconter une histoire véritable. J'ai coaché, il y a quelques années de ça, un homme qui était économiste, il travaillait à la TSE à Toulouse, Toulouse School of Economics et il allait à travers le monde et il donnait des conférences et notamment un de ses sujets, c'était comment est-ce que les juges américains prennent leurs décisions? Et je vais le rencontrer et il me montre des statistiques, des chiffres et cetera et je devais le coacher sur sa conférence. Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait, mais rien du tout. Je dis: «Mais votre sujet, c'est quoi?» Et donc il m'explique, c'est comment est-ce que les juges américains prennent leurs décisions et je lui pose des questions et des questions et des questions et des questions et au bout d'un moment, il me dit: «Ah, mais moi, quand j'étais gamin», il était originaire de Chine. «Quand j'étais gamin, à l'âge de 5-6 ans, je me souviens très bien, mon père m'a demandé: "Qu'est-ce que tu veux pour Noël?" Et moi, je lui ai dit: "J'aimerais que tu m'abonnes à l'équivalent du journal Le Monde en Chine." Le papa n'a pas trop compris, mais il a abonné son fils à ce journal. Ce qui s'est passé, c'est que quand il recevait tous les jours le journal, le gamin, il allait à la dernière page, il allait découper la météo. Et la météo quotidienne, il la collait sur un cahier et il cherchait à comprendre comment est-ce que la météo fonctionnait, quelles étaient les tendances, est-ce qu'on pouvait les prévoir, etc. Je dis, mais c'est fou, c'est exactement ce que tu fais aujourd'hui avec la façon dont les juges américains prennent leurs décisions. Donc, tu vas commencer ta conférence et tu vas nous raconter cette histoire. Un jour, ton père t'a demandé, bien, non, 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 c'est personnel, non, non, je raconte pas ça, ça c'est vraiment ma vie, je raconte pas ça. Et on en a parlé et il a compris que, ben oui, ça faisait sens parce que il démarre sa conférence en racontant cette histoire, ben il pose tout de suite sa légitimité, tout de suite. Et aujourd'hui, quelques années après, il continue à raconter cette histoire et tout le monde vient le voir en disant: «Mais waouh, sur la conférence!» Donc vous voyez, les histoires, elles ont du sens et il faut aller chercher des histoires qui se mettent au service de ce que vous racontez. Mais le problème,
c'est que quand ce sont des histoires personnelles, on n'arrive pas forcément à voir quelle est l'histoire qui fait sens dans le fait de vendre vos produits, votre activité ou vos services. Et c'est souvent pour ça qu'il faut se faire aider pour aller comprendre quel est le fil rouge, parce que soi-même, comme c'est notre propre matériau, on n'arrive pas forcément à le distinguer. Alors, je vais reprendre vos questions et les commentaires du démarrage pour y répondre, parce que je vois que le temps passe évidemment, et je vais répondre, tenter de répondre en tout cas, aux commentaires que vous avez mis au début quand j'ai posé la question. Donc, expert comptable, ingénieur, Marie, consultante formatrice, donc obstacle, méconnaissance en prospection commerciale. Alors ça veut dire quoi? Méconnaissance en prospection commerciale. Non, aucune difficulté à la prise de parole en public. OK. Marie, si tu peux préciser? La peur de prospecter, ça veut dire c'est quoi? Sous la peur de prospecter, c'est quoi? C'est quoi la peur? C'est la peur du rejet? C'est la peur du rejet? C'est la peur, c'est ça? Et alors c'est quoi ton métier? Parce que si le métier implique de prospecter, en fait, il faut faire attention. Quand on met savoir vendre, il y a des gens qui n'aiment pas vendre, qui n'aiment pas se vendre, il y a des gens qui n'aiment pas prospecter. Et parfois, c'est le mot qu'on n'aime pas, parce qu'on projette des choses qui nous font peur ou qui nous fragilisent dans le mot. Donc, si vous n'aimez pas vendre ou vous vendre, si vous n'aimez pas prospecter, il faut aller chercher dans le métier que vous faites, dans l'activité, les services ou les produits que vous vendez, quelque chose qui fait sens pour vous. Comme ça vous met en mouvement. Et en fait, l'idée, c'est de vous mettre au service de ce que vous proposez. Donc, il faut aller chercher dans ce que vous proposez ce qui fait sens. C'est vraiment, par exemple, moi, sur la prise de parole en public, j'en ai tellement souffert. À un moment, j'ai été timide. Je savais que ça allait m'handicaper dans la vie. J'avais besoin de résoudre ça. Et aujourd'hui, c'est mon bonheur que de permettre aux gens de transcender cette difficulté. C'est mon bonheur. Vous voyez? Donc, quand je rencontre des gens, je me dis pas: «Ah, il va falloir que je vende quelque chose, il va falloir que je prospecte», parce que si ça me donne pas envie, en fait. Si aller vendre et prospecter, ça me donne pas envie. Par contre, si je me dis que je vais permettre à des gens, de se sentir mieux, de transcender cette peur, de se transformer pour trouver du plaisir, j'ai envie d'y aller. Et il y a peut-être des gens qui vont, je reviens à la peur de prospecter, il y a peut-être des gens qui vont me dire: «Non, je suis pas intéressé», mais c'est OK, tout le monde n'est pas intéressé, mais il y a des gens qui seront intéressés, évidemment, et je le constate tous les jours, évidemment. D'accord? Donc il faut mettre de la perspective dans tout ça. OK? Ça, je ne donne, là que des ajustements par rapport aux quelques mots que vous me partagez. Peut-être que vous voyez en haut de l'écran, il y a «Prendre rendez-vous», cliquez ici. Je vous invite pour qu'on en parle davantage. Si l'envie de travailler davantage là-dessus vous intéresse, prenez un rendez-vous, ça vous engage à rien du tout. On en discute ensemble et on voit comment je peux vous aider, en fait. Parce que là, j'ai pas beaucoup d'éléments, d'accord? Jessie. DRH externalisé, nécessité de synthèse et de méthode. Là déjà dans la structure, tu as appris une méthode, et qui va être essentielle parce qu'elle fonctionne, elle fonctionne, elle fonctionne. Après l'esprit de synthèse, ça s'apprend, ça s'exerce. Il faut apprendre cet esprit de synthèse. OK? Je vais voir s'il y a d'autres choses. Sage-femme, infirmière, animer des séances d'information, magnifique pour les futurs parents. Et du coup, Laurence, quel est le problème? Je ne vois pas. Alexia, j'essaye, de vendre des tableaux herbiers de trèfle qui contiennent des trèfles à 4 feuilles que je trouve les gens trouvent ça sympa, mais ne veulent pas les acheter. Alors, est-ce que, tu expliques suffisamment les bénéfices? Est-ce que en fait, pour toi, ils veulent pas, ils trouvent ça sympa, ils veulent pas les acheter, il faut que tu leur donnes envie. Il faut probablement, mais je ne sais pas encore, il faut probablement que toi, tu y crois encore plus pour leur donner envie, et il faut vraiment, que tu leur fasses toucher du doigt ce que ça va leur apporter. Donc aujourd'hui, le trèfle à 4 feuilles, qu'est-ce qu'il résout? Donc quel est le problème dans la vie, conscient ou inconscient, qu'ils ont aujourd'hui, et quelle est la solution
que va apporter ce trèfle à 4 feuilles et donne des exemples, explique ce que ce trèfle à 4 feuilles a solutionné ou a apporté à d'autres personnes. Ah, tu vois, je n'arrive pas, tu me dis, je n'arrive pas à transmettre la magie. C'est-à-dire que toi, le point de départ de tout et savoir vendre, c'est vraiment le point de départ de tout. C'est que vous, et j'aime beaucoup la phrase que tu as utilisée, Alexia, c'est que vous, vous replaciez dans la magie de faire ce que vous faites. C'est le point de départ. Les autres ne pourront pas toucher la magie, le besoin ou la solution si vous-même, vous n'êtes pas dans cet espace-là. Donc, il faut que toi-même, tu te remettes dans cet espace. OK? Et elle dit: «Problème de convaincre des salariés démotivés». Alors, le fait qu'ils soient démotivés, alors il faudrait qu'on en parle davantage parce que là, j'ai pas beaucoup d'éléments. Le fait que les personnes soient démotivées, pour moi, c'est pas forcément un problème. Parce que ça veut toi, tu dois aller chercher la motivation. Moi, je me souviens une fois avoir fait une conférence, devant, en plus, c'était des conférenciers professionnels au premier rang, et j'ai démarré la conférence et en fait, ils avaient leur téléphone, ils faisaient des trucs et cetera et au début, je me suis dit: «Ils sont gonflés quand même» et je me suis dit: «Non, non, 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 en fait, génial, je vais rien dire, on va démarrer comme ça et on va voir s'ils posent le téléphone de côté» et en fait, ils ont tous lâché leur téléphone, véritablement. Donc, il faut pas être bloqué parce que les autres sont démotivés. C'est une mauvaise cause, hein. Il faut aller chercher, soi-même la motivation. Il faut aller chercher les problèmes, les peurs, les angoisses, les frustrations de ces salariés. Il va falloir aller aborder les sujets, mais probablement aussi les vrais sujets. Mais il faut avoir un peu plus de courage. J'ai pas beaucoup d'éléments, hein, mais c'est ce qui me vient là. Il faut avoir probablement plus de courage. Le courage, étymologiquement, c'est du cœur à l'ouvrage. Il faut aller les rencontrer là où ils ont besoin qu'on les entende. Et le fait qu'ils soient démotivés, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Bah, ce serait mieux qu'ils soient motivés, mais c'est pas grave. On peut pas l'utiliser comme, une excuse. Voilà, je suis désolée de dire ces mots, mais c'est comme ça que je ressens les choses. J'arrive pas à les embarquer. Ah, il faudrait qu'on en parle. Véronique, assurance de personnes de confiance en soi. Effectivement, la prise de parole en public, savoir vendre, la prospection, ça implique en fait, c'est intimement lié à l'estime de soi et à la confiance en soi. Ça se travaille, ça se travaille. La plupart des gens ont une estime de soi abîmée, notamment en France et je le vois dans tous mes accompagnements. Mais ça se travaille. C'est la bonne nouvelle, ça se travaille. Je vous invite, et Véronique, si tu le souhaites, à prendre un rendez-vous, on peut en discuter ensemble. Ça se travaille et ça va tellement bonifier tellement de choses que tu fais. Et ça va libérer une énergie, ça va libérer de la motivation et de l'envie. Fred, plusieurs. Préparation mentale pour les sportifs pros, génial. Coaching de dirigeants et managers. Préparation du grand oral pour les lycéens. Faire le lien entre mon offre et les problèmes et désirs de mes prospects. Alors, de quel prospect tu parles, Fred? De quel prospect tu parles? Là, il y a beaucoup de choses, hein. On en parle, Fred? Prends un rendez-vous, on en parle bien volontiers. Bien volontiers, on en parle. Ce serait vraiment sympa. Tu prends un rendez-vous, Fred? On se connaît avec Fred, c'est pour ça que je me permets. Comme là, il y a plusieurs cibles, ça prendrait un peu de temps et je vois le temps qui passe. Volontiers, prends un rendez-vous, Fred, et on en parle ensemble, avec joie. Laurence, timide, peur de parler en public. Laurence, je viens de cet endroit. La timidité est une qualité. La timidité est une qualité. La timidité est une qualité, en ce sens que quand on est timide, on n'est pas à aller tout de suite dans l'action comme ça. On attend, on contemple, on écoute, on emmagasine, on analyse, ce qui fait qu'un timide, ben, à un moment, il ingurgite tellement d'informations que ce qui va se passer quand il prend la parole, et je suis bien placée pour le savoir, et bien du coup, ça vient d'un espace de nécessité, de besoin. C'est plus juste une parole, c'est vraiment une parole qui va venir d'un endroit précieux. Et ça, c'est entendu. Et on dit aujourd'hui que la plupart des grands orateurs et des grands artistes sont en fait d'anciens timides. Donc la timidité est un problème jusqu'à un certain point, et la timidité est un problème quand on est dans l'évitement, quand on choisit d'utiliser tout ce qu'on a emmagasiné et donc de transformer un peu la timidité. Alors là, ça devient un atout incroyable. Parce qu'on reste dans un espace d'humilité.
On reste dans un espace d'humilité. Donc Laurence, ça se travaille. Si tu le souhaites, je t'invite à prendre rendez-vous pour qu'on voit davantage comment, solutionner tout ça. Nathalie, responsable d'un cabinet de RH spécialisé dans les sujets de la réorganisation. Visibilité, temps long à faire savoir qu'on existe, aucun problème. Dire visibilité. Oui, ben, temps long à faire savoir qu'on existe. Peut-être qu'il y a une façon de présenter ton activité, une façon de te présenter, Nathalie, qui manque peut-être, j'en sais rien, hein, mais qui manque peut-être d'impact, de peps, de présence, de quelque chose comme ça. Nathalie, je t'invite aussi à prendre rendez-vous, qu'on en parle, ça ne vous engage à rien et on voit si mes apports, mon expérience peuvent vous être utiles. Alors, Thomasin, chargé de promotion bureau des congrès, trouver des prospects, mieux vendre. Alors, c'est super large, je serais ravie de répondre, pas de difficulté, chargé de promotion bureau des congrès. Donc oui, il y a un discours à aller chercher, il y a une posture à aller chercher. Prends rendez-vous et on en parle. Je m'autorise le tutoiement, j'espère que c'est OK avec vous, hein. Delphine, consultante en communication, me faire connaître et trouver des prospects, dirigeante de PME. Alors là aussi, tout le temps, il y a vraiment cette façon de raconter ce que vous faites, de raconter qui vous êtes. Je ne sais pas par quel canal vous cherchez à vous faire connaître, si c'est LinkedIn, si c'est d'autres choses, etc. J'allais dire, il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me dit souvent: «Oh, il y a tellement de concurrents, j'y arrive pas, il y a trop de concurrents». Non, non, il n'y a pas trop de concurrents, ou peut-être que oui, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a trop de concurrents, de toutes les façons, les gens qui sont bons, qui ont quelque chose à apporter, ça marchera, ça marchera. Donc quand on démarre, c'est sûr qu'il faut un petit peu du temps, il faut de la patience. Mais c'est pourquoi savoir se vendre, c'est aussi un art. Et souvent, on en parle comme ça, mais quand c'est notre bébé, c'est notre envie, on ne sait pas forcément exactement bien en parler. Il faut travailler et le discours, et la posture, et votre storytelling. Donc, Delphine, si tu le souhaites, prends rendez-vous, on en parle et on voit si je peux t'aider. Jessie, complètement. Donc, ça, c'était les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors Marie, je ne connais pas la technique de la prospection. Alors là, c'est pas tout à fait l'objet de voir. On était dans la prise de parole en public, savoir vendre. Mais tu sais, sur le campus, il y a des webinaires spéciaux prospection. Donc je t'invite vraiment à aller voir ces webinaires sur la prospection, comment faire, par quels canaux, etc. Là, c'est plus la façon dont on se présente et dont on présente nos activités pour donner envie aux autres, pour créer cette confiance qui leur donne. Il n'y a même plus de réflexion, c'est oui, j'y vais. D'accord? Alexia, vous êtes géniale. Merci Alexia. Merci, merci. Merci. Précision sur le storytelling. Alors, c'est-à-dire, Véronique, ce que j'appelle le storytelling, c'est comme je disais, tu vois, tout à l'heure, l'économiste que j'ai coaché. Le storytelling, c'est en fait, raconter des bribes de soi ou des bribes des témoignages clients pour intéresser les autres. C'est en fait à raconter des histoires. Mais raconter des histoires, ça peut être très bref. Ça peut être, comme j'ai donné le cas tout à l'heure de Marie, la coach en nutrition, qui disait je suis coach certifiée, etc. Et qui finalement a dit quand j'avais 25 ans, j'avais plus d'énergie. Et donc, j'ai cherché dans ma nutrition, j'ai trouvé, et maintenant, je suis devenue coach en nutrition pour aider les personnes qui, justement, n'ont pas d'énergie, sont fatiguées, etc. Ça, c'est du storytelling. Ça peut être très bref, très court, hein, mais souvent, on n'arrive pas à identifier notre storytelling parce que c'est notre matériau, c'est notre histoire et qu'on n'a pas le recul. Et ça, je le sais d'autant mieux que je travaille avec des porteurs de projets, des gens qui inventent des produits, des services, et c'est tellement leur bébé qu'ils ne savent même pas en parler parce que c'est évident pour eux, c'est évident. Donc, ils n'ont même pas les mots pour expliquer pourquoi c'est si bien que ça. Et on est tous comme ça, parce que pour vendre nos services, nos activités, etc., ben, il faut un petit peu raconter qui en est quelque part. Et souvent, il y a de la pudeur, il y a de la timidité, il y a de la peur. Et tout ça, ça se travaille et ça se transcende. Et vraiment, je vous invite, si vous êtes là, si vous avez envie d'avancer sur votre chemin, je vous invite à travailler là-dessus parce que une fois qu'on s'est donné les moyens, ben, du coup, on ouvre des horizons.
Et cette prise de parole, il y a tellement d'entre vous, il y a tellement de personnes qui ont cette peur, ce stress, qui ne savent pas comment structurer, qui ne savent pas trouver leur storytelling. Ne vous en arrêtez pas là, travaillez-le, c'est un investissement pour voilà, ouvrir des horizons, créer de l'aisance, vous sentir mieux, à l'aise. Voilà, là, je vous donne des ajustements par rapport, à ce que vous me proposez, mais il y a tellement plus à travailler, donc je vous invite vraiment à prendre le rendez-vous et je regarde certains d'autres commentaires. Oui, regarde sur le campus. Merci pour vos conseils. Je recommande aussi de se faire accompagner seul pour apprendre et préparer ses prises de parole gagnant. Ah oui, mais complètement. Il faut pas rester seul. On y arrive éventuellement, mais on met tellement de temps, tellement de temps. Je dois vous laisser Marie. Merci beaucoup Marie. Merci Véronique. Pouvez-vous revenir à la communication gestuelle? Oh bah, il y a tellement de choses, mais le basique, c'est que quand on est fermé, eh bien, on ferme une énergie en nous. On ferme, il y a quelque chose qui, voilà. Donc le corps a une intelligence. Et donc, même quand vous êtes au téléphone, en visio, il faut décroiser tous les membres, et les bras, et les jambes. Il faut décroiser, il faut ouvrir, parce que ça, c'est une énergie de partage, d'envie, d'aller vers l'autre. Et dans notre voix, comme le corps est plus ouvert, ben, la voix va porter ça aussi, et les autres vont l'entendre. Mais quand on est comme ça, ben, on a une voix, on a une posture, et on ne dit pas les mêmes choses, et on a une voix plus avachie. OK? Voilà les amis, je vois qu'il est 12h30. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Je vous invite véritablement là, j'ai répondu très, très vite et je vous ai donné des clés, mais rapidement, hein. Je veux vraiment respecter votre temps, cette 1 heure qu'on passe ensemble. Il y aurait tellement de choses à dire. Si vous êtes intéressé à en savoir plus et à peut-être, libérer ce qui vous retient aujourd'hui, je vous invite à prendre rendez-vous, qu'on en discute ensemble, qu'on voit comment je peux vous aider, vous accompagner sur ce chemin. Je le fais pour tellement de personnes et moi, ça m'a tellement aidée. Quand on libère la parole, on la libère au niveau professionnel, au niveau personnel et c'est aussi, une posture intérieure qui se redresse encore plus. Voilà. Je vous remercie infiniment. On va arrêter là. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions et bah, à bientôt pour ceux qui ont pris rendez-vous, au plaisir de vous retrouver et je vous souhaite une merveilleuse journée et surtout d'aller vendre avec enthousiasme et que ça fasse mouche. Belle journée à vous tous.